Mes parents m'ont dit, on a fini d'élever ton erreur. Sors d'ici et ne reviens jamais. Puis ils nous ont mis à la porte, ma fille de 5 ans et moi, au beau milieu d'une tempête de neige. 3 heures plus tard, on a frappé à leur porte. Ils ont ouvert et se sont mis à hurler. Si vous vous demandez comment un jus d'orange a pu me conduire à devenir sans-abri, moi aussi. Il était 22h45, ce genre d'heure tardive où la maison est endormie et silencieuse, et où la neige dehors tombe à l'horizontale, agressive, comme si elle avait un compte personnel à régler avec le monde. Ma fille, Zoé, n'arrivait pas à dormir. Pas le genre, bambin mignon qui ne dort pas. Elle avait 5 ans. Elle avait des opinions maintenant. Elle avait des questions. Elle avait la gamme émotionnelle d'un PDG miniature qui vient de découvrir une trahison au sein de son entreprise. J'aime pas le vent, a-t-elle chuchoté, les yeux brillants dans le noir. C'est juste la météo, ai-je chuchoté en retour. Comme si c'était réconfortant, comme si la météo écoutait la logique. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai portée dans le couloir, parce que réveiller mes parents la nuit, c'était comme donner un coup de bâton à un ours et faire semblant d'être surpris quand il vous attaque. La maison était tendue, même dans le silence. C'était ce genre de silence qui n'a rien de paisible. On avait l'impression que tout le monde retenait son souffle, attendant que quelqu'un, moi en l'occurrence, fasse un faux pas. J'essayais d'être prudente. J'essayais de tout faire correctement. J'essayais d'être invisible. Nous sommes arrivés à la cuisine. J'ai allumé la plus petite lumière, juste assez pour y voir. Je me déplaçais comme un voleur dans ma propre maison. J'ai versé à Zoé un petit verre de jus d'orange parce que c'était la seule chose qui la calmait d'habitude. Cela semblait être une solution minuscule et inoffensive. Mais lumière allumée égale problème. Des bruits de pas dans l'escalier. Une porte qui s'ouvre à l'étage. Un soupir lourd de dégoût, comme si j'avais commis un crime simplement en ayant besoin d'air. Maman est apparue en haut de l'escalier, la voix tranchante et fatiguée, de cette façon spéciale qui signifiait que ce n'était pas à propos du moment présent. C'était à propos de moi. Qu'est-ce que tu fais? Elle n'arrivait pas à dormir, ai-je dit doucement. Je suis juste. Ma sœur Manon est apparue aussi, les cheveux en bataille, le visage déjà irrité comme si elle avait été réveillée d'une vie de luxe par des paysans. Manon avait 17 ans, assez vieille pour savoir se tenir, mais assez jeune pour penser que le monde lui devait le silence. Elle a plissé les yeux vers Zoé comme si Zoé était un insecte sur sa chaussure. « Tu te fiches de moi » a sifflé Manon. « J'ai cours demain au lycée. Certains d'entre nous ont des projets, tu sais. » Je me suis excusé automatiquement parce que c'était la religion familiale. S'excuser d'abord. Ne jamais s'expliquer. Je suis désolé, ai-je dit. On va faire vite. Manon est entrée plus loin dans la cuisine, les bras croisés, et a dit très calmement, comme si elle l'avait répété, « Est-ce que tu peux juste faire moins de bruit ?» Il est tard. Les mains de Zoé étaient petites et maladroites, elle tremblait. Elle a tendu la main vers le verre. Ses doigts ont glissé. Le verre a basculé. Le jus d'orange s'est renversé sur la moquette. Un battement de silence. Justin. Mon cerveau est passé instantanément en mode réparation. Des torchons. De l'essuie-tout. Quelque chose. N'importe quoi. C'est du jus. Ce n'est pas de l'acide. Ce n'est pas du sang. Ce n'est pas grave. Les pas de papa ont frappé l'escalier assez fort pour le faire craquer. Maman a halté comme si la maison avait été poignardée. Manon est devenue froide et dégoûtée. Tu es sérieuse? Je suis tombé à genoux avec des torchons. C'est bon. C'est rien. Je vais arranger ça, disais-je, parlant vite, me faisant toute petite, comme si en me rendant minuscule, le moment ne nous ferait pas de mal. La lèvre de Zoé tremblait. Je suis désolé. C'est bon, ai-je chuchoté. Chérie, c'est bon. Papa a bougé comme s'il attendait ça, comme s'il était assis là toute sa vie à attendre que du jus d'orange lui donne la permission. J'en ai fini, a-t-il dit. J'en ai fini avec ça. Maman l'a soutenu immédiatement. Cette maison n'est pas une garderie. On en a marre de ton désordre. Je vais nettoyer, ai-je dit. C'était un accident. Elle a 5 ans. Manon a jeté de l'huile sur le feu comme elle le faisait toujours.
Elle ne peut même pas contrôler sa propre gamine. Les yeux de papa se sont fixés sur Zoé pendant une demi-seconde. Pas comme si elle était une enfant, mais comme si elle était une preuve à charge. Puis il l'a dit, tout d'un coup, en une seule frappe nette, comme si la phrase vivait sur sa langue depuis des années. On a fini d'élever ton erreur. Sors d'ici et ne reviens jamais. Pendant une seconde, mon cerveau a calé. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un dit que votre enfant est une erreur? Comme si c'était un fait, comme si c'était une tâche. Je les ai regardés depuis le sol, les torchons dans les mains, le jus d'orange imprégnant la moquette comme sur une scène de crime. Papa. Ma voix semblait lointaine. Il neige. C'est la tempête. Où est-ce qu'on est censé aller? Je m'en fiche, a-t-il dit. Maman ne me regardait pas. Elle regardait la moquette comme si la moquette était la victime. Je continuais à penser, ils ne le pensent pas vraiment. Ils vont se calmer. D'une seconde à l'autre, quelqu'un va arrêter ça. D'une seconde à l'autre, maman va soupirer et dire, bon, juste pour ce soir. D'une seconde à l'autre, papa va retrouver ses esprits. Personne n'a arrêté ça. Papa a attrapé des sacs comme s'il avait répété ça dans sa tête, comme s'il y avait une liste de contrôle et qu'il pouvait enfin l'utiliser. Maman a arraché le manteau de Zoé d'un crochet et me l'a fourré dans les bras comme une preuve. Alors que papa me jetait un sac, il a tordu la clé de la maison de mon trousseau. Il l'a serré dans son poing et a dit, « Ce n'est plus chez toi. » J'ai senti l'air quitter mes poumons. « Laissez-nous juste rester ce soir, » ai-je dit. « S'il vous plaît, je dormirai dans la voiture dans l'allée. »« Je vais. »« Tu ne le feras pas, » a dit Manon, la voix tendue. « Tu ne restes pas ici. » Maman ne me regardait pas. Manon regardait, trop calme, trop satisfaite. Papa a ouvert la porte. Le froid a frappé comme un coup de poing. La neige soufflait horizontalement dans le couloir. Zoé a gémi et s'est pressée contre mon flanc. Ils nous ont poussés dehors comme si nous étions des ordures qu'il fallait sortir avant le matin. La porte s'est fermée. La serrure a cliqué. Ce ne sont pas les cris qui m'ont brisé. C'est ce petit son final. Zoé a commencé à pleurer tout de suite. Des sanglots qui secouaient tout son corps. Elle a regardé la tache orange sur sa manche et a chuchoté, « Je suis désolé. C'est ma faute. » Je me suis accroupi, essuyant ses joues avec mes pouces, essayant de ne pas m'effondrer juste là sur le porche. « Non, » lui ai-je dit. « Non, ce n'est jamais ta faute. Tu m'entends? Jamais. » Dans ma tête, la panique hurlait. Je n'ai pas de plan. Je n'ai personne. J'ai un enfant. La lumière du porche nous éclairait violemment comme si nous étions sur scène. J'ai traîné les sacs jusqu'à ma voiture bon marché, mon seul minuscule morceau d'indépendance, et j'ai attaché Zoé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai raté la boucle plusieurs fois. Batterie de téléphone faible, compte en banque qui était fondamentalement une blague. Le genre d'argent qui disparaît à la seconde où vous le regardez. J'ai cherché dans mon cerveau des noms à appeler. Il était tard, c'était la tempête. Tous ceux que je connaissais avaient des maisons chaudes qu'ils ne voulaient pas compliquer. Alors, j'ai démarré la voiture parce que rester immobile ressemblait à mourir. J'ai visé l'endroit le plus proche qui signifiait lumière et chaleur, un motel pas cher, un resto ouvert 24h24, n'importe où qui ne poserait pas de questions et ne nous mettrait pas dehors parce qu'on était trop triste. La route était glissante. La neige tombait fort. Les essuie-glaces menaient une bataille perdue d'avance. Zoé reniflait sur la banquette arrière. « On va où ?» J'ai répondu trop joyeusement. Parce que les mers mentent pour empêcher le monde de s'effondrer. À l'aventure, ai-je dit. Elle n'a pas ri. J'étais tellement concentré à garder la voiture droite que je n'ai pas vu les autres phares avant. Une intersection. Du verglas. Un flou. Une autre voiture a glissé. L'impact a frappé assez fort pour voler l'air de mes poumons. Zoé a crié. Un son aigu. Et puis ça s'est brisé en sanglots. Le monde s'est rétréci à une chose, elle. Je me suis retourné, les mains tremblantes, scannant son visage, ses bras, ses jambes. « Parle-moi, chérie, » ai-je dit, forçant ma voix à rester stable. « Regarde-moi. Est-ce que tu as mal ?»
Où est-ce que tu as mal? Elle a secoué la tête fort, en pleurant. J'ai peur. J'ai scanné à nouveau quand même. Ses joues, ses mains, son manteau. Pas de sang, rien d'évident, juste la peur. Bruyante et réelle. Une femme s'est approchée à travers la neige, stable, contrôlée, sans panique. Elle a regardé sur ma banquette arrière, a vu le visage strié de larmes de Zoé, a vu les sacs, a vu toute la scène. Elle ne m'a pas aboyé dessus. Elle ne m'a pas accusé. Elle ne semblait même pas en colère. Elle a demandé doucement, « Pourquoi êtes-vous dehors par ce temps avec une enfant de 5 ans ?» J'ai essayé de mentir, puis je n'ai pas pu. On s'est fait mettre à la porte, me suis-je entendu dire. Ce soir. Son visage a changé comme si elle avait été giflée par la phrase. « Comment vous appelez-vous » a-t-elle demandé. « Claire » ai-je dit. Ses yeux ont parcouru mon visage comme si elle le vérifiait par rapport à un souvenir qu'elle ne voulait pas voir confirmé. Puis elle a dit très doucement, comme si elle se parlait à elle-même, « Claire Durand. » Je me suis figé. Je ne vous ai pas vu depuis. Depuis quoi? Vous étiez dans mon. Elle s'est arrêtée. Où étiez-vous passé? Comment connaissait-elle mon nom de famille? J'ai appris tôt que mon rôle dans la maison n'était pas celui de fille. C'était celui de tampon. Manon pleurait. Mes parents la consolaient. Je réussissais. Mes parents hochaient la tête et passaient à autre chose. Si Manon était bouleversée, l'univers s'arrêtait. Si j'étais bouleversé, on me disait d'être mature. J'ai appris à rétrécir parce que prendre de l'espace me coûtait toujours. Je ne savais pas pourquoi ils avaient besoin d'un méchant dans la famille jusqu'à l'année où je suis tombée enceinte. Avant ça, j'avais une voix, une vraie. En classe de seconde, j'avais été accepté dans un programme de mentorat pour jeunes talents à l'université, destiné aux lycéens performants. Ce n'était pas un programme où l'on s'assoit dans un amphi pour applaudir poliment. C'était du vrai travail. Chaque samedi, un petit groupe d'entre nous se réunissait sur le campus et travaillait sur un projet. Collecte de données, présentation, rapport, tout le truc, ça pourrait être votre vie un jour. Et intégré à cela, il y avait la partie qui me donnait l'impression d'être une personne avec un avenir, une réunion hebdomadaire en tête-à-tête avec un mentor. 15 minutes qui ressemblaient à de l'oxygène. Quelqu'un qui me demandait ce que je voulais, pas ce que j'avais fait de mal. J'ai gardé une chose de ce programme. Une petite chose. Je ne savais pas qu'elle reviendrait quand tout s'effondrerait. C'était mon badge, jeune talent, sur un cordon bleu. Je ne l'ai plus jamais porté, mais je ne l'ai jamais jeté. À l'époque, je pensais que ma vie s'ouvrait enfin. Puis je suis tombée amoureuse de Thomas. Thomas était doux quand c'était facile et distant quand ça devenait réel. Il me donnait l'impression d'être choisi après avoir vécu dans une maison où j'étais surtout toléré. Alors oui, je suis tombé de haut, comme un cliché, comme une fille qui avait soif d'affection et a pris l'attention pour de l'amour. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, ma première pensée n'a pas été la peur. C'était, je peux encore le faire. Je peux encore finir le lycée, faire le programme, rester moi-même. J'avais 15 ans à l'époque. Thomas en avait 17. Il a promis qu'il serait là, puis a arrêté de répondre. Plus tard, j'ai appris qu'il avait déménagé pour ses études. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de lui depuis. Je pensais que le plus dur serait de l'annoncer à mes parents. J'avais tort. Je leur ai dit dans la cuisine, les mains tremblant tellement que je pouvais à peine sortir les mots. Il y a eu une pause, juste assez longue pour que l'espoir vacille. Puis le visage de ma mère a changé en premier. Pas de la colère, du dégoût. Mon père n'a pas demandé si j'allais bien. Il a demandé qui savait. Ils n'ont pas dit, comment pouvons-nous aider? Ils ont dit des choses comme, tu sais ce que les gens vont penser? Tu nous fais honte. Tu as gâché ton avenir. Manon regardait comme si c'était un divertissement. Comme si cela prouvait quelque chose qu'elle avait toujours cru à mon sujet. Je m'attendais à une punition. Je ne m'attendais pas à l'effacement. Ils ont décidé que je ne retournerais pas au lycée pendant un moment. Puis c'est devenu l'instruction en famille. Puis c'est devenu, tu n'y retourneras pas du tout. Ils ont dit que c'était pour éviter les ragots. Pour garder la famille respectée, pour ne pas parader ma honte, comme si mon corps était un panneau publicitaire et mon bébé un scandale.
Ils m'ont poussé à abandonner le programme de mentorat immédiatement. Plus de samedis, plus de réunions, plus d'avenir. J'ai essayé de me battre. J'ai essayé de négocier. J'ai essayé. Laissez-moi juste finir le trimestre. Mon père a dit quelque chose comme « Si tu n'as pas été assez intelligente pour éviter de tomber enceinte, tu n'es pas assez intelligente pour l'université. » Et c'était tout. Le programme a continué sans moi. J'ai arrêté de venir. J'ai arrêté de répondre aux appels. Le pire, c'est que je n'ai même pas pu dire au revoir. Zoé est née et je l'aimais si férocement que ça me faisait peur. Mais dans cette maison, l'amour ne vous protégeait pas. Il leur donnait juste une autre cible. Mes parents traitaient Zoé comme du bruit, du désordre, un inconvénient. Jamais totalement cruel en public, toujours cruel en privé. Manon a eu une vie d'ado normale. Soirée pyjama, lycée, amis. Moi, j'ai eu l'épuisement et les rappels que je devais tout à mes parents pour m'avoir laissé rester. J'ai promis à ma fille qu'elle n'était jamais une erreur. Et puis, 5 ans plus tard, elle a renversé du jus d'orange. De retour dans la voiture, ma bouche était encore ouverte sur une question que je ne pouvais pas poser. La voix de Zoé est venue, toute petite derrière moi. Maman, on rentre à la maison. Mes mains se sont verrouillées sur le volant comme si ça pouvait arranger les choses. On va quelque part où il fait chaud, ai-je dit. Parce que c'est ce qu'on dit quand on n'a pas de maison et que son enfant a 5 ans. De l'autre côté de ma fenêtre, la femme n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air alerte, comme si elle scannait déjà la prochaine chose qui pourrait mal tourner. Elle s'est penchée juste assez pour que Zoé puisse voir son visage. Puis ses yeux ont parcouru Zoé, la ceinture de sécurité, les joues, les mains, rapide, vérifiant, sans s'attarder, et elle m'a regardé. Est-ce qu'elle est blessée? Non, ai-je dit trop vite. Je ne crois pas. Elle a juste peur. Zoé a émis un petit son brisé qui l'a confirmé. La femme a hoché la tête une fois. D'accord. Mon cœur essayait encore de sortir de ma poitrine. La neige sifflait contre la vitre. Je suis désolé, ai-je laissé échapper. Je ne vous ai pas vu. J'étais. Elle m'a coupé comme si elle avait déjà entendu la panique auparavant. C'est un pare-choc, a-t-elle dit. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je l'ai fixé. La plupart des gens s'inquiètent pour les pare-chocs. Des querelles de voisinage entières ont commencé pour moins que ça. Je vous ai rentré dedans, ai-je dit, parce que mon cerveau avait besoin que la réalité soit reconnue. Besoin que quelqu'un soit en colère pour que le monde ait un sens. Vous avez mal jugé la distance dans une tempête, a-t-elle corrigé. Ça arrive. Puis, comme si elle changeait de chaîne, quel âge a-t-elle? 5 ans. Son expression s'est durcie. Pas contre moi. Pas contre la bosse sur la voiture. Contre le 5 ans. Elle a regardé Zoé à nouveau. Bonjour, ma puce. Comment tu t'appelles? Zoé a hésité, m'a regardé comme si elle demandait si on avait le droit de parler. Zoé, ai-je dit pour elle. Elle s'appelle Zoé. La femme a hoché la tête. Bonjour, Zoé. Je suis Simone. Puis elle m'a regardé à nouveau. Claire, où alliez-vous? Un motel, ai-je dit, et ça a semblé pathétique à la seconde où c'est sorti de ma bouche. Et après ça, a-t-elle demandé, ma gorge s'est serrée. Je ne sais pas. Elle ne m'a pas jugé. Elle n'a pas eu pitié de moi. Elle a juste attendu comme si elle pouvait dire que la vérité était juste là et qu'elle n'avait pas besoin de la chasser. J'ai dégluti. Ma voix est sortie toute petite. Mes parents nous ont mis à la porte, ai-je dit. Ce soir. Quelque chose a bougé sur son visage. Pas de la surprise, plutôt comme de la colère décidant où atterrir. Par ce temps, a-t-elle demandé, la voix calme. J'ai hoché la tête une fois. Zoé a émis un petit gémissement derrière moi comme si elle comprenait assez pour avoir peur. Simone a expiré par le nez. Puis elle a dit très calmement, comme si elle avait pris une décision qui ne nécessitait pas ma permission, d'accord. Vous n'allez nulle part ailleurs en voiture ce soir. Je dois le faire, ai-je dit automatiquement. Je n'ai pas. Je n'ai pas, je vous ai entendu, a-t-elle dit. Vous n'avez nulle part où aller. C'est pour ça que vous ne conduisez pas.
Elle a reculé de ma fenêtre et a pointé vers un petit parking à proximité. Feu de détresse, a-t-elle dit. Garez-vous dans ce parking, doucement. Je vous suis. Je voulais discuter. Ma fierté a essayé de se redresser comme si elle avait encore des droits, mais Zoé a chuchoté, maman. Et ma fierté s'est rassise immédiatement. J'ai mis mes feux de détresse. J'ai avancé la voiture et je suis entré dans le parking avec la délicatesse de quelqu'un qui désamorce une bombe. Simone s'est garée derrière moi. Elle est sortie, a pris 2 photos rapides des pare-chocs et de l'intersection, puis a rangé son téléphone comme si elle venait de classer la bosse dans un tiroir étiqueté « Plus tard ». Je suis sorti aussi, et le froid a frappé assez fort pour voler mon souffle. Je suis vraiment désolé, ai-je redit, parce que je suppose que je suis abonné à cette marque de fabrique. C'est bon, a-t-elle dit, les yeux déjà sur Zoé à travers la vitre. Son siège auto est bien fixé? Oui. Bien. Puis elle m'a regardé. Vous avez vos clés? Ma clé de voiture, ai-je dit. Oui. Ma clé de maison. Non, il l'a prise. Sa mâchoire s'est légèrement serrée. D'accord. Elle n'en a pas dit plus. Elle a marché vers sa porte arrière, l'a ouverte et a sorti une couverture. Pas comme un accessoire dramatique, juste factuel, comme si elle en gardait une parce que la vie, ça arrive. Elle a étendu la couverture sur la banquette arrière et a ouvert la porte. Et, a-t-elle dit doucement. Viens t'asseoir ici. On va se mettre au chaud. Zoé l'a fixé, puis a vérifié mon visage. J'ai hoché la tête. C'est bon, chérie. Elle a grimpé, serrant son manteau fort, et sa respiration a enfin ralenti. J'ai attrapé nos sacs dans ma voiture. Mes doigts ont raté la fermeture éclair. J'ai laissé tomber un sac parce que, évidemment. Simone l'a ramassé et me l'a tendu sans en faire tout un plat. Verrouillez votre voiture, a-t-elle dit. Je l'ai fait. Ce clic semblait trop petit pour la nuit que nous vivions. Et puis je me suis glissé sur le siège avant de la voiture de Simone, le cœur essayant encore de sortir de ma gorge. Alors que nous roulions, mon cerveau essayait de rattraper le retard. Il s'est finalement souvenu de la chose qu'elle avait dite lors de l'accident. Calme. Exact. Durant. Je n'ai pas demandé. Zoé était juste derrière nous à écouter. Et je ne pouvais pas risquer que la réponse soit quelque chose qu'elle porterait. Simone a conduit dans un silence calme pendant 1 minute, puis a demandé, « Avez-vous des amis que vous pouvez appeler ?» J'ai fixé le tableau de bord. Non. Pas d'explication, pas d'excuse. Juste non. Elle a hoché la tête une fois. D'accord. Ce mot encore. D'accord, comme si c'était un fait, pas un échec. Nous nous sommes arrêtés devant une maison modeste avec des lumières chaudes. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien de froid, juste stable. À l'intérieur, la chaleur nous a enveloppés si soudainement que mes yeux ont piqué. Zoé s'est affaissée sous la couverture au moment où la porte s'est fermée, comme si son corps s'était maintenu ensemble par pure peur. Simone a disparu pendant 30 secondes et est revenue avec des chaussettes épaisses et une tasse de chocolat chaud qui sentait comme s'il y avait eu un véritable effort de préparation. Zoé a cligné des yeux vers elle. « T'es gentille ?» a-t-elle demandé parce que les enfants de 5 ans n'ont pas de filtre. Simone a fait une pause comme si elle choisissait ses mots avec soin. « J'essaie » a-t-elle dit. « Est-ce que ça va ?» Zoé m'a regardé. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. « Oui, bébé. » Simone s'est tournée vers moi. « Asseyez-vous. » Je me suis assise au bord du canapé, toujours dans mon manteau, toujours préparé au cri qui ne venait jamais. La maison était calme. Des lampes douces, des livres, une pile de courriers bien rangés, un manteau sur un crochet, le genre de calme qui ne ressemble pas à un piège. Mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler, alors j'ai ouvert mon sac juste pour leur donner quelque chose à faire. Et le cordon bleu du programme, Jeune Talent, a dépassé. Mon visage est devenu brûlant. Bien sûr, je l'avais encore, comme un petit souvenir embarrassant de la vie que je n'avais pas pu vivre. Je l'ai fourré au fond rapidement, comme si le cachet allait cacher le fait que j'avais été quelqu'un avec un plan. Les yeux de Simone se sont posés dessus quand même. Elle n'a rien dit, mais elle s'est immobilisée, juste un instant.
Puis elle est entrée dans la lumière de l'encadrement de la porte de la cuisine, et mon cerveau a enfin fait ce qu'il aurait dû faire plus tôt. Sa posture, sa voix, la façon dont elle me regardait comme si je comptais. Mon estomac a chuté. Non, ai-je chuchoté. Tristesse, peut-être, ou soulagement, ou les deux? C'est moi, a-t-elle dit doucement. Docteur Caron. La pièce a basculé. Docteur Simone Caron, ma mentor il y a 5 ans. La seule adulte qui m'avait regardé comme si j'avais un avenir au lieu d'un défaut. Zoé a bâillé et a glissé sur le côté contre le coussin du canapé, trop fatiguée pour remarquer que mon cerveau entier était en combustion. Docteur Caron a gardé sa voix basse. Où étiez-vous passé? J'ai essayé de minimiser. La vie est arrivée. Elle a attendu. Pas de pression. De l'espace. Et la vérité est sortie en morceaux bruts. Enceinte à 15 ans, retirée de l'école, instruction à la maison, pas de bac, pas de programme, pas d'au revoir, des années coincées. La mise à la porte de ce soir. J'ai attendu le regard, le dégoût, la déception. Ce n'est pas venu. Elle a hoché la tête une fois, lentement, puis a demandé, « Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette maison dont vous avez besoin ?» Mon portefeuille, ai-je dit automatiquement. Les papiers d'école de Zoé. Je me suis arrêté parce que mon cerveau a enfin rattrapé le retard. Mon stylo d'adrénaline, ai-je dit. Allergie aux fruits de mer. J'ai essayé de hausser les épaules comme si ce n'était pas grand-chose, comme si je n'étais pas à une contamination croisée d'un cauchemar. Docteur Caron ne m'a pas laissé faire. Non, a-t-elle dit calmement et absolument. On ne joue pas avec ça. Je n'y retourne pas. Bien sûr que non, a-t-elle dit. On va récupérer ce dont vous avez besoin. Elle a glissé un bloc-notes vers moi. Les essentiels, maintenant. Mon stylo a bougé. Stylo auto-injecteur. Portefeuille. Papier de Zoé. Tout ce qui porte nos noms. Docteur Caron a appelé la police pour une main courante. J'ai saisi des fragments. Mise à la porte. Enfant mineur. Médicaments d'urgence. Escorte civile. Éviter la confrontation. Puis mon téléphone s'est allumé. Papa, puis maman. J'ai fixé l'écran une demi-seconde de trop. Docteur Caron est restée proche, silencieuse. J'ai répondu, « Allô ?» Mon père a crié immédiatement. « Qu'est-ce que tu as fait ? On a la police à notre porte au milieu de la nuit. » Maman a coupé, furieuse. « Comment oses-tu appeler la police pour tes propres parents ? Tu sais de quoi ça a l'air ? » Ma gorge s'est serrée. Le vieux réflexe, s'excuser et rétrécir, a essayé de grimper le long de ma colonne vertébrale. J'ai regardé Zoé, recroquevillée sur le canapé, enfin endormie. J'ai appelé parce que j'avais besoin de mon stylo d'adrénaline, ai-je dit. C'est tout. Papa a ricané. Toujours une histoire. Je raccroche, ai-je dit. Ils ont parlé l'un sur l'autre, plus fort, plus laid. J'ai appuyé sur fin. Clic. Plus tard, un policier a rapporté les essentiels, mon stylo, mon portefeuille, les formulaires de Zoé, et a pris une brève déclaration. Que s'est-il passé ? Sommes-nous en sécurité ? Est-ce que Zoé est en sécurité ? Quand la porte s'est refermée, le calme a enfin semblé différent. Pas le calme avant la punition, le calme après la survie. Docteur Caron ne m'a pas félicité, ne m'a pas fait la morale. Elle a juste demandé, « Avez-vous faim ?» C'était si normal que ça m'a presque brisé. Plus tard, après que Zoé a été bordée sous une couverture et que mon stylo a été placé quelque part où je pouvais l'attraper vite, j'ai dit, parce que la politesse est mon mode par défaut, même quand ma vie est en feu, merci. Nous trouverons quelque part demain. Docteur Caron a regardé Zoé, puis moi. Vous pouvez rester ici, a-t-elle dit. Pas de pitié, pas une suggestion, un fait. Pour ce soir, ai-je chuchoté. Elle a secoué la tête une fois. Jusqu'à ce que vous soyez stable. Jusqu'à ce que vous soyez en sécurité. Les yeux de Zoé se sont ouverts comme si elle avait écouté depuis le bord du sommeil. On peut rester, a-t-elle chuchoté. Et la partie la plus effrayante était celle-ci, je ne savais toujours pas pourquoi elle faisait ça, pourquoi elle était si gentille avec nous.
Je savais seulement ce que ça faisait d'imaginer le matin sans peur. Le lendemain matin était calme d'une manière qui ne semblait pas paisible. Cela ressemblait au calme après un incendie. Tout sent encore la fumée, même si les flammes ont disparu. Zoé dormait sur le canapé du docteur Caron comme si elle l'avait mérité. Moi non. J'étais assise droite, entièrement habillée, fixant mon téléphone comme s'il risquait de me mordre. Pas d'appel, pas de texto, pas de cri. Le silence était suspect. Docteur Caron a glissé une tasse de café vers moi comme si c'était un médicament. Pas réconfortant, fonctionnel. Elle s'est assise en face de moi. Où travaillez-vous? Supermarché, ai-je dit. Mise en rayon le matin. Et vous êtes prévu aujourd'hui? J'ai raté mon service. Elle n'a pas scié. On va appeler. Ce mot a atterri comme une porte qui se déverrouille. Elle a mis le téléphone sur haut-parleur pour que je ne puisse pas me cacher de ma propre vie. J'ai expliqué, météo, accident, urgence. Je peux venir demain. Mon manager a grommelé, mais le service est resté le mien. Quand l'appel s'est terminé, mes épaules sont tombées d'une fraction. Zoé est entrée en errant, se frottant les yeux. Elle a regardé autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que la pièce disparaisse. On est toujours là, a-t-elle demandé. Oui, bébé. J'ai embrassé son front. On est toujours là. Zoé a hoché la tête. Puis, est-ce qu'ils sont toujours fâchés? J'ai failli dire la vérité, que mes parents n'avaient pas de réglage, fâchés. Ils avaient un réglage, déception permanente. Au lieu de ça, j'ai dit, on est en sécurité. Zoé a accepté ça comme le font les enfants, comme si la sécurité était un fait auquel on peut s'accrocher. Après avoir déposé Zoé à l'école, je suis revenu et je suis resté debout dans la cuisine du docteur Caron comme une personne attendant de se faire engueuler. Elle m'a jeté un coup d'œil. Vous n'êtes pas obligé de faire cette tête ici. Quelle tête? Celle qui dit que vous vous préparez à encaisser un coup. J'ai ri une fois. C'est sorti rauque. Une vieille habitude. Elle a hoché la tête comme si elle ne comprenait que trop bien les vieilles habitudes. Puis elle a dit, en fait, vous n'avez jamais fini le lycée. Mon estomac s'est serré. Non. Vous avez le bac, a-t-elle demandé. Non. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle n'a pas fait la morale. Elle m'a juste regardé et a dit, voulez-vous finir? La question a frappé comme une gifle parce que j'avais passé des années à croire que je n'avais plus le droit de vouloir des choses. Je travaille, ai-je dit automatiquement. Zoé est à l'école, a dit docteur Caron. Et vous êtes intelligente. C'était. J'ai commencé il y a 5 ans. Elle a fini ma phrase. Pas 50. Je détestais qu'elle ait raison. Elle a glissé un bloc-notes sur la table. Pas une citation de motivation. Un plan. Le DAU, a-t-elle dit. C'est l'équivalent du bac pour les adultes. 2 heures par soir. 4 soirs par semaine. On commence petit. On ne négocie pas avec la honte. J'ai fixé le bloc-notes comme s'il risquait d'exploser. Et si j'échoue, ai-je demandé. Alors vous le repasserez, a-t-elle dit, comme si la gravité était optionnelle. C'est à ce moment-là que ça a cessé de sembler douillet. Cela ressemblait à une rébellion. Pas une rébellion dramatique. Une rébellion silencieuse. Le genre qui ressemble à une femme adulte ouvrant un livre de maths et refusant de croire la voix qui dit qu'il est trop tard pour elle. Mon emploi du temps est devenu ridicule exprès. Travail tôt le matin, dépose de Zoé à l'école, étude à la table du docteur Caron pendant que Zoé coloriait à côté de moi. Dîner, bain, coucher de Zoé. Puis une autre heure avec un livre dont on m'avait dit que je ne le méritais pas. Certains soirs, je voulais abandonner, pas parce que c'était dur, mais parce que ça me mettait en colère. En colère que mes parents aient volé mon éducation et appelé ça de la discipline. En colère de devoir reconstruire ce qui aurait dû être à moi la première fois. La première fois que j'ai réussi un test blanc, Zoé a applaudi comme si j'avais gagné un championnat. Maman est intelligente, a-t-elle annoncé. J'ai ricané. Maman est têtue. Quand j'ai réussi le vrai examen du DAU, j'ai pleuré dans ma voiture sur un parking comme une personne avec une excellente régulation émotionnelle. Zoé a demandé pourquoi je pleurais et je lui ai dit, heureuse.
Et elle a dit « Oh !» Comme si pleurer de joie était normal. Ensuite, l'université, la fac, parce que les frais d'inscription se fichent des histoires inspirantes. J'ai gardé mon travail. J'ai pris des cours quand je pouvais. J'ai appris à vivre dans l'espace entre « pas assez de temps » et « fais-le quand même ». Dr Caron ne m'a pas sauvé avec des discours. Elle s'est présentée avec de la logistique. Un trajet quand ma voiture ne démarrait pas. Du babysitting quand Zoé tombait malade et que j'avais un partiel. Un email calme quand un professeur agissait comme si les aménagements étaient une faillite morale. Je ne suis pas devenu sans peur. Je suis devenu entraîné. Puis j'ai été transféré à l'université d'État, celle du programme. Marcher sur le campus donnait l'impression d'entrer dans une chronologie alternative, une où je n'avais pas été effacé. Et là, un jour de semaine ordinaire, j'ai vu le bâtiment où les jeunes talents avaient l'habitude de se réunir. Mon estomac s'est retourné si fort qu'on aurait dit que le passé avait des mains. Dr Caron n'a rien dit. Elle a juste marché à côté de moi. La vie de parents étudiants sur le campus était brutale. Tout le monde agissait comme si vous pouviez être un étudiant parfait si vous gériez simplement votre temps. Comme si la gestion du temps incluait la matérialisation d'une garde d'enfants à partir de rien. J'ai rencontré d'autres mamans étudiantes en panique silencieuse. Toujours à s'excuser, toujours à une urgence de l'abandon. Alors j'ai commencé à aider. Petit au début, un groupe de discussion, des notes partagées, des échanges de babysitting, une liste de « Qui pouvez-vous appeler à minuit ?» Dr Caron a regardé s'agrandir et un soir, a glissé une enveloppe sur sa table. Opportunité de financement, a-t-elle dit. Rédiger une proposition. J'ai fixé l'enveloppe. Je ne suis pas qualifié. Elle a haussé un sourcil. Vous le vivez. C'est plus qualifié que la plupart. Alors, je l'ai écrite. On a eu la bourse. Puis une autre. La première fois qu'une maman m'a dit, ça m'a permis de rester inscrite, je suis allé aux toilettes et j'ai pleuré pendant exactement 30 secondes parce que j'avais encore un service à faire. Quelque part au cours de cette année, la gentillesse du docteur Caron a commencé à ressembler moins à de la charité et plus à un choix. Les dessins de Zoé sont apparus sur son frigo. Les collations que Zoé aimait étaient toujours dans le placard. Une petite brosse à dents dans la salle de bain de l'étage qui n'était pas là au début. Un soir, Zoé s'est endormie sur le canapé avec ses devoirs sur les genoux. Dr Caron l'a couverte d'une couverture et est restée là un instant trop long. La question a échappé avant que je puisse l'avaler. Pourquoi faites-vous ça? Dr Caron ne m'a pas regardé tout de suite. Elle a regardé Zoé respirer. Je pensais avoir le temps, a-t-elle dit doucement. J'ai attendu. J'ai continué à repousser la partie famille, a-t-elle ajouté. Carrière, titularisation, plus tard. Et puis plus tard n'est pas venu. Sa voix est restée contrôlée. Sa main non. Cette maison a été calme pendant longtemps, a-t-elle dit. Je ne savais pas quoi faire de cette honnêteté, alors je l'ai rendue un peu plus légère. Alors, nous sommes votre petite invasion bruyante. Sa bouche a tressailli. Quelque chose comme ça. Puis elle m'a regardé et a dit la partie que je n'oublierai jamais. Je ne vous ai pas choisi parce que j'avais besoin d'un projet, mais parce qu'aucun enfant ne devrait grandir en croyant qu'il est une erreur. Ma gorge s'est fermée. J'ai hoché la tête parce que je ne savais toujours pas comment accepter quelque chose de bien sans m'en excuser. Au moment de la remise des diplômes, Zoé avait 10 ans, assez grande pour se souvenir de la tempête comme d'une cicatrice. Et Manon obtenait son diplôme aussi. Même université, même cérémonie. Mes parents étaient là pour elle. Bien sûr qu'ils l'étaient. Je les ai vus avant qu'ils ne me voient et j'ai senti quelque chose de vieux essayer de remonter. Un instinct de rétrécir. Il n'a pas gagné. La voix du présentateur a roulé dans l'auditorium. Veuillez accueillir notre oratrice étudiante et fondatrice de l'initiative de soutien aux parents étudiants, Claire Durand. Je suis entré dans la lumière. Manon applaudissait. Puis ses mains se sont figées en l'air. 2 rangées derrière elle, le visage de ma mère s'est vidé de son sang si vite que ça semblait irréel. Mon père s'est penché en avant, fixant comme si ses yeux pouvaient défaire le temps. J'ai atteint le podium et ajusté le micro. Bonsoir, ai-je dit. Je suis Claire Durand. Je suis diplômée et je suis maman.
Zoé était assise près du premier rang avec le docteur Caron, me regardant comme si elle me tenait stable. Quand Zoé avait 5 ans, ai-je dit, mes parents m'ont regardé et ont dit, on a fini d'élever ton erreur. Sors d'ici et ne reviens jamais. La salle est devenue silencieuse. Des têtes se sont tournées, subtilement au début, puis plus nettement, vers la section où mes parents étaient assis, figés. Ma mère a couvert sa bouche. Les mains de mon père se sont serrées jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Manon fixait ses genoux comme s'il pouvait l'avaler. Ils ont pris ma clé de maison, ai-je continué, la voix égale. Ils m'ont fourré quelques sacs dans les bras. Ils ont fermé la porte alors qu'il neigeait à l'horizontale. Je n'avais pas besoin d'enjoliver. La vérité se portait elle-même. Je me suis assise dans ma voiture avec une enfant qui me demandait si on rentrait à la maison, ai-je dit, et j'ai dû répondre comme une mère. Même quand je me sentais moi-même comme une enfant effrayée. On pouvait sentir la salle changer. Les gens n'écoutaient plus poliment. Ils étaient là. Et cette même nuit, j'ai eu un accident de voiture mineur. J'ai dit que personne n'était blessé, mais je me souviens avoir pensé, bien sûr. Quelques rires malaisés parce que la douleur plus le timing, c'est le cousin sombre de la comédie. La femme qui est sortie de l'autre voiture ne se souciait pas du pare-choc, ai-je dit. Elle m'a posé une question, où allez-vous? J'ai fait une pause. J'ai dit, je ne sais pas. Silence, lourd, réel. Elle nous a emmenés chez elle, ai-je dit. Elle nous a donné un foyer. Je me suis tourné vers le premier rang. Cette femme est le docteur Simone Caron. Les applaudissements ont frappé vite. Docteur Caron ne s'est pas levé. Elle a juste hoché la tête une fois, les yeux brillants. C'est pour ça que cette initiative existe, ai-je dit. Parce qu'être intelligent ne compte pas si vous n'avez pas de garde d'enfant. L'ambition ne compte pas si un jour de maladie peut vous éjecter de l'école. Et personne ne devrait avoir à choisir entre nourrir son enfant et finir un diplôme. J'ai laissé ça atterrir. Si quelqu'un vous a déjà traité d'erreur, ai-je fini, la voix stable. Il avait tort. J'ai reculé du micro. Les applaudissements ont monté, plus fort maintenant, plus poli du tout. Ma mère pleurait ouvertement. Mon père fixait droit devant lui comme si le sol avait bougé. Manon ne pouvait toujours pas lever les mains pour applaudir. Pour la première fois de ma vie, ils n'ont pas pu contrôler l'histoire. Après, ils m'ont trouvé. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Des larmes. Des excuses. Le besoin soudain et désespéré de réécrire l'histoire en quelque chose de plus doux. Je n'ai pas élevé la voix. Je vous pardonne, leur ai-je dit parce que je ne voulais pas de poison dans mon corps pour toujours. Mais je ne reviens pas. Ils ont essayé. La famille, c'est la famille. J'ai regardé Zoé, puis le docteur Caron. Non, ai-je dit doucement. La famille, c'est ceux qui sont là pour toi. Et je suis parti. Pas en colère, pas triomphante, juste ayant fini. Parce que ma vie n'était plus une punition. Elle était à moi. Tout le monde adore dire, mais ce sont tes parents. Jusqu'à ce qu'ils soient ceux qui se font mettre à la porte dans une tempête de neige. Je leur ai pardonné. Je ne leur ai juste pas donné accès à ma vie.